La stimulation de branche gauche comme potentiel avenir de la stimulation hessienne, même de la stimulation en général. Pour vous rappeler un petit peu, la stimulation classique, donc ventriculaire droite, induit un certain degré de cardiopathie de stimulation, et ça on le sait déjà depuis quelques temps. Il y avait l'étude en 2013 à la Block HF qui avait montré qu'implanter des patients avec une FEVG discrètement altère, donc moins de 50% d'un stimulateur biventriculaire, ça marchait mieux qu'un stimulateur monoventriculaire droit, enfin avec une seule sonde de stimulation ventriculaire, en termes d'insuffisance cardiaque, en termes de mortalité. Donc c'est déjà ce qu'on fait chez ces patients-là pour limiter la mortalité, l'insuffisance cardiaque en tout cas chez les gens qui ont des FE altérés et qui sont potentiellement stimulés de façon prolongée, eh bien, on les implante d'un stimulateur biventriculaire. On s'est également intéressé donc, dans le passé à qu'est-ce qui pouvait être prédictif des cardiopathies de stimulation. Il y a une étude de 2016 là, qui montrait que le pourcentage de pacing est important, mais finalement le cut-off il n'est pas très clair, puisque si on sépare plus de 40%, moins de 40%, effectivement il y a plus de cardiopathie de stimulation. Si on prend un cut-off à 20%, bah, c'est aussi la même chose, donc ce n'est pas uniquement le pourcentage de pacing qui induit ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette stimulation ventriculaire droite qui est finalement pas parfaite? Donc, dès les années 2000, a été inventée et testée, en tout cas sur des patients, la stimulation hessienne. Donc ça, c'est les premiers cas décrits, une dizaine de patients à peu près, ça fait des très beaux électrocardiogrammes avec des QRS très fins, on est content. Par contre, sur le papier initial, donc les seuils de stimulation étaient quand même autour de 2,5 volts, ce qui est quand même pas l'idéal en termes de durée de vie de batterie, d'épuisement, on va dire, du boîtier. Donc la stimulation hessienne dans les années 2017-18, là, c'était quand même quelque chose de très à la mode. Beaucoup de papiers sont sortis. En théorie, c'est super bien. Il y a des études donc, de Vijayaraman là, qui a publié beaucoup de choses dessus qui montrent que la stimulation hessienne, globalement, fait mieux en termes d'insuffisance cardiaque, de mortalité et puis d'upgrade vers un stimulateur biventriculaire que la stimulation ventriculaire droite. En termes de paramètres, ça prend un peu plus de temps. C'est ce que vous avez sur le tableau à droite. Là, c'est 70 minutes de procédure contre 55 pour une stimulation ventriculaire droite classique. On fait un peu plus de rayons. Les seuils sont un petit peu moins bons. L'amplitude est un petit peu moins bonne aussi en détection, avec le seuil sur la stimulation hessienne moyen 1,5 volts, ce qui est quand même un peu élevé par rapport à 0,7 sur la stimulation classique. Par contre, les QRS, 128 millisecondes dans la stimulation hessienne contre 166 dans la stimulation classique. Donc ça, on est très content là-dessus. Ça, c'est la théorie. Donc à partir de ça, beaucoup d'équipes ont essayé de s'y mettre. Mais en pratique, c'est quand même plus compliqué que ça, parce qu'il y a des limitations assez multiples. Là, le seuil de stimulation, déjà, on n'a pas toujours des bons seuils de stimulation. Parfois, il peut s'élever avec le temps, ce qui fait qu'on perd la capture hessienne, on perd la capture tout court. La détection, comme on est sur la jonction atrioventriculaire, on a du far-field de l'oreillette qui est pas loin, on a des ventricules qui sont pas très bien, ça peut poser un peu de problème en termes de programmation. L'autre chose, c'est que parfois, dans les rares cas où les ablations de FA ne marchent pas, on a besoin d'ablater le nœud AV. Et puis là, si on a une sonde de stimulation hessienne, c'est un peu compliqué parce qu'elle est juste à côté, donc soit on peut la déplacer en manipulant le cathéter, ou même la lésion à côté va faire élever les seuils de stimulation hessienne. Voilà, et puis d'autres choses, c'est que cette stimulation hessienne pouvait corriger des blocs de branche gauche, mais pas tous, et c'est un peu le papier, c'est le schéma qui est mis sur votre gauche là. Plus le bloc en fait va être un peu distal sur les voies de conduction hessienne, et même moins la stimulation hessienne arrivera à le corriger. Donc il y a certains blocs de branche gauche qu'on ne peut pas corriger avec une stimulation hessienne. Donc en pratique, et en plus des difficultés techniques, parce que c'est quand même plus compliqué à manipuler, c'est difficile de généraliser pour l'ensemble des patients cette stimulation hessienne. Donc, on passe à autre chose. Nouvelle évolution, la stimulation donc, des voies de conduction et la stimulation de la branche gauche. Alors on parle de stimulation de branche gauche, c'est plutôt de zone de la branche gauche. Hein. Les Anglais ils disent left bundle branch area pacing, donc c'est vraiment une zone qui est plus large que la stimulation du his. Donc c'est ce qui est représenté sur le schéma de droite, qui est un vieux papier là, de 72, où c'est une analyse histologique des branches gauches. Vous voyez que c'est variable en anatomie, il y en a un peu dans tous les sens, mais en tout cas, ça fait une zone assez large et beaucoup plus large que le his à viser en termes de stimulation. Sur les images de gauche, là, vous revoyez une vue en RAO sur l'image de gauche, où on voit la branche droite et les branches gauches derrière, et puis sinon, sur l'autre qui va être une coupe du VG, on verra la branche postérieure et la branche antérieure de la branche gauche. Donc, l'anatomie cette branche gauche a amené en 2017 un peu le premier cas décrit de stimulation. Donc il disait une nouvelle technique de stimulation avec un seuil stable et bas, ce qui est quand même ce qu'on recherche un peu, donc après la zone de conduction. Donc ça, c'était les premières publications de 2017 par Wang.
Comment on fait ça? Alors, ce qu'on utilise pour faire une stimulation de branche gauche, c'est du matériel pas du tout créé et dédié pour la stimulation de branche gauche. C'est donc la sonde qui émet, la sonde de Medtronic Selexure, qui est une petite sonde de stimulation, 4,1 French, qui se connecte dans un boîtier normal avec une connectique IS1. C'est une sonde qui est utilisée pour la stimulation, dont l'utilisation a dérivé vers la stimulation hessienne, qu'on va mettre dans un cathéter porteur, comme pour les sondes gauche, comme pour la stimulation hessienne. Il y en a globalement deux types qu'on utilise, celui du milieu là, qui est non orientable et celui de droite qui est orientable mais qui est un petit peu plus gros. Le but, ça va être d'apporter cette sonde-là qui a une vis qui n'est pas rétractable, elle est toujours sortie, de la porter en contact avec le septum et puis de visser jusqu'à ce qu'on atteigne la branche gauche de l'autre côté. Donc ça, c'était le matériel. En radiologie, ça donne ça. Vous avez sur la vue A un équivalent d'OAD, d'oblique antérieur droit, avec l'anneau tricuspide qui est dessiné en vert, la branche droite qui passe au-dessus, la branche gauche qui est dessinée en rouge derrière, et on va viser cette zone-là, globalement, pour se visser juste un peu en avant de l'anneau tricuspide, en gros 1 cm ou 2 vers l'apex du ventricule droit, en prenant le IS pour prendre de repères. Sur la vue de droite, la vue B, c'est un oblique antérieur gauche, vous avez l'anneau, globalement l'anneau mitral là, qui est dessiné, et puis ce qui est en rouge, c'est la branche gauche, et donc on va se visser du septum du septum droit vers le septum à gauche pour atteindre cette branche gauche qui est de l'autre côté. En échographie, une petite image sympa, on voit quand même bien la sonde sur une 4 cavités ou sur le petit axe là, qui, sans traverser le septum, en tout cas, est bien rentrée dans le septum. Un petit peu d'artefact probablement, c'est pas passé de l'autre côté quand même. Et puis, je trouve pas le pointeur, mais sur l'image de fluoroscopie, en fait, la flèche vous indique une injection de produit de contraste. L'injection de produit de contraste, elle est faite avec la gaine qui est utilisée pour amener la sonde, et en fait, elle va longer le septum. Donc vous voyez bien que la sonde, elle est beaucoup plus loin que le produit de contraste. Elle a pénétré de 1 cm, 2 cm à peu près dans le septum. C'est ce qui est schématisé du coup sur le schéma de droite, donc on passe à travers le septum pour atteindre cette branche. Voilà, comment on sait qu'on capture la branche gauche? Donc ça, c'est les fameux, pour ceux qui connaissent un peu les débuts de l'estimation de branche gauche, donc les fixation bits ou les screw bits. En gros, on vise la sonde dans le septum, dans la zone où on pense que la branche gauche va être. On stimule et puis on voit ce que ça donne en termes de morphologie de QRS. Donc là, au début du tracé, je peux vraiment... Non, j'ai pas de pointeur. Bon. Au début du tracé, donc il stimule, il enlève les pinces croco, ça stimule plus, il visse, et à un moment, ce qui est schématisé par les étoiles tout à droite, on voit en fait, qui sont des extrasystoles finalement, un peu de branche gauche. On arrive près de ce tissu-là, ça l'excite un peu, ça envoie un battement, et puis ça donne un aspect de retard droit. Là. Donc on se dit, notre sonde, elle stimule pas encore, mais elle arrive proche de ce tissu de conduction, et donc on est probablement sur la bonne zone. Et puis quand on rebranche la pince croco après avoir fait 2-3 tours de vis, là, à la fin du tracé, vous voyez qu'on a une stimulation, là on vient avec un aspect de retard droit, avec un bloc droit et des QRS qui sont quand même très fins. Donc c'est un peu ça la technique, et puis si ça marche pas à un endroit, on essaye à un autre endroit. Sans passer quand même dans le ventricule gauche, même si ça peut arriver. Ça, c'était un exemple de janvier qu'on avait fait, où on voit quand même au début, il y a un peu de l'arsène, on voit au début qu'il y a donc un bloc de branche gauche, et puis en stimulation, ce bloc est complètement corrigé, avec un aspect de retard droit, des QRS qui sont beaucoup plus fins. Donc on arrive quand même à corriger les troubles, des troubles de conduction avec cette technique. Est-ce que ça sert à quelque chose de corriger l'aspect électrocardiographique? Bah oui, des études sont intéressées à ça. En 2020, là, c'est globalement un schéma d'activation ventriculaire en fonction du pattern électrocardiographique. Vous avez à gauche les blocs de branche gauche. On voit qu'en rouge est dépolarisé le ventricule droit en premier, puis après le ventricule gauche, très tardivement, arrive en bleu. Si vous êtes au milieu en selectivist bundle pacing, on dépolarise les deux ventricules en même temps, parce qu'on dépolarise la branche droite et la branche gauche. Donc tout le cœur s'active normalement, c'est bien. Et en stimulation uniquement de branche gauche, le ventricule droit effectivement a un peu de retard de contraction, parce qu'il y a un aspect de bloc de branche droit, mais le VG se dépolarise rapidement, entièrement, de façon quasi physiologique, comme si c'était un pacing hissien. Donc on arrive à resynchroniser globalement un ventricule gauche. Le ventricule droit moins, mais le ventricule gauche. Aujourd'hui, on en est sur ça en termes de recommandations. Les recommandations de pacing de 2021 qui sont récentes, là, mettent la stime de branche gauche un peu au même point que la stime hicienne, que les sondes VG épicardiques, c'est-à-dire en 2A. C'est les gens qui avaient une indication de CRT, chez qui en fait on n'a pas réussi à la positionner pour une raison X ou Y. On peut considérer en alternative le Is-Bundle pacing ou alors d'autres choses, et quand il détaille les autres choses, il y a les sondes VG-EPI et la stimulation de branche gauche. On a quand même quelques données, quelques études sur
parce qu'il y a des équipes qui font ça depuis quelques années quand même, ont des données, mais qui sont pour l'instant que rétrospectives, même si elles sont multicentriques. Là, je vous ai mis un papier de 2021 où ils avaient tenté chez 325 patients de faire cette stimulation-là. Ils ne réussissent pas chez tout le monde, mais quand même, globalement, 80% à peu près ont réussi une capture de branche gauche, qui est, pour une technique débutante, c'est finalement pas si mal. Et puis, vous avez en dessous sur le tableau les paramètres de stimulation, qui sont quand même excellents et qui sont comparables à ce qu'on avait en stimulation standard classique, on va dire ventriculaire droite, avec des amplitudes... J'ai bientôt fini. Avec des amplitudes qui sont à 10 millivolts à peu près, donc comparables aux 12 millivolts, enfin, et dans le suivi aussi qui sont comparables, et des seuils qui sont à 0,6 à peu près, donc comparables. La durée des QRS, ça améliore beaucoup, c'est ce que vous avez sur le tableau à côté, ou surtout chez les blocs de branche gauche, on passe de 160 en moyenne à 130 millisecondes, donc on améliore vraiment la dépolarisation, on va dire, des ventricules. Je ne sais pas sur les autres, mais la NYHA, c'est pareil, la fraction d'éjection s'améliore aussi un peu. Une dernière étude vite fait. Là, ils avaient comparé en fait le pacing de branche gauche à la stimulation ventriculaire droite classique. On voit que les QRS, c'est 121 dans le pacing branche gauche contre 155, donc on est beaucoup mieux synchronisé. Toujours pareil, un temps de procédure un peu plus long. Et puis, ce qui est comparable également, c'est les seuils qui sont vraiment excellents dans les deux, 0,6 et 0,6, donc c'est une très bonne chose. En bref aussi, ils avaient comparé, qui est toujours sur des études de registre, hein, donc il n'y a pas d'études randomisées, multicentriques, etc. En mortalité, insuffisance cardiaque, eh bien, ça fait mieux que la stimulation ventriculaire droite classique. J'ai plus qu'une diapo et après sa conclusion. Ça, c'est juste pour dire qu'on peut s'amuser encore plus, hein. Il y a des gens qui essayent, qui font un CRT, une stimulation biventriculaire avec des sondes de branche gauche. Donc ça commence à faire des procédures longues. Il faut mettre une stimulation en gros à droite de branche gauche, plus une sonde ventriculaire gauche par le sinus coronaire. Donc ça fait des QRS encore plus fins que fins. Voilà, c'est pas sûr qu'on fera ça pour tout le monde, mais bon, dans certains cas, il montrait que ça pouvait être utile. Ça fait des montages quand même un peu complexes. Et donc, j'arrive à la conclusion. Donc ça, c'est vraiment, je parle uniquement de stimulation hein, dans cette diapo. La stimulation du futur, ce sera, comme on l'a dit, dans le futur, hein, pas la droite. La droite, technique du passé. Ça ne convient pas à tous les patients, il y a des cardiopathies de stimulation. La gauche, dans le futur, révolutionnaire, on peut espérer la branche gauche pour tous. De temps en temps, l'extrême gauche, vraiment, si on n'y arrive pas, en cas d'échec de la gauche classique. Et puis le dernier, quand même, je vous rappelle ça, l'extrême droite, ça, interdit. Trop dangereux. Tamponnade, tout ça, on oublie. Donc voilà, ce sera ça, à mon avis, dans le futur, vers quoi on va tendre. On a le temps pour une ou deux questions, s'il y en a dans la salle. Ouais, Charles-Henri. Question peut-être un peu bateau, mais quand vous passez, si jamais vous passez le septum, il y a eu des complications emboliques ou des... J'étais sûr qu'on allait avoir cette question. Non, il n'y a pas en fait. Finalement, on s'en rend compte un peu parce que quand on vise dans le septum, les impédances augmentent, puis après, elles chutent. Ça veut dire qu'on a vissé trop loin. Et en fait, sur les papiers, il y en a quelques dizaines de cas comme ça. Il retire la sonde, il la repositionne ailleurs, il n'y a pas de complications. Finalement, on a fait une mini CIV éventuellement, mais voilà, il n'y a pas de complications. Ouais, c'est tout bien, c'est 4 French, hein, la sonde, donc la vis même, elle est vraiment encore plus petite. Enfin, tu confirmes que quand tu vises trop loin, que tu traverses, que tu retires ta sonde, tu ne crées pas de CIV? Sur les papiers. Moi, personnellement, je n'ai pas encore créé de vrai CIV. Effectivement, sur les papiers, ça apparaît pas, c'est tout petit. Parce que c'est vrai que c'est forcément un peu la crainte qu'on va avoir. Il n'y a même pas d'autres complications. Ils se rendent compte qu'ils sont de l'autre côté, finalement, ils se repositionnent et puis tout se passe bien, quoi. Et tu disais c'est long, ça prend combien de temps ce genre de procédure? C'est un peu dur, là on est plus sur la phase d'apprentissage, donc il y a un peu, on va dire, il y a un peu de temps. Mais les centres qu'en font, ça prend probablement un peu plus de temps qu'un pace double standard, ça prendra probablement moins de temps qu'un CRT un peu moyen, mais les équipes tour ils en font pas mal et ils arrivent quand même à faire ça en 1 heure et quelques. C'est plié si tout va bien, quoi. On peut quand même penser qu'à terme, ce ne sera pas tellement plus long qu'une simulation, parce que la sonde, on l'avait déjà là, hein, globalement. La différence, c'est qu'on ne vise pas pour traverser le septum. Et la plupart des sondes, on les met sur les septums, et c'est globalement déjà là qu'on cherche à les positionner. Hein.
Après, on a pas mal, nous, on est des captures d'à peu près branche gauche, on va dire. Enfin, c'est dur d'être. Si on veut respecter tous les critères, des fois, c'est quand même plus compliqué. Mais même si on n'est pas tout à fait sur la branche gauche, pour l'instant, on a quand même des ECG qui sont plus sexy, on va dire, qu'une stimulation ventriculaire droite classique. Et on a une idée, parce que l'autre question qu'on peut se poser, c'est qu'on va quand même avoir cette sonde qui traverse le septum, donc qui va se prendre l'écrasement du septum tout le long de la vie de la sonde. Alors, la technique est récente, mais on peut se poser la question de savoir si l'écrasement de la sonde et puis surtout la modification de position de sonde, enfin pas la modification de position, mais disons je ne sais pas comment trouver le terme, mais disons le fait de tirer sur cette sonde un peu en permanence, est-ce que ça va devenir sur le moyen terme? Parce que sur la stimulation issienne, la difficulté principale, c'est quand même les seuils chroniques qui se dégradent quasiment de façon inéluctable, enfin extrêmement fréquemment. Là, si on avait une épidémie de rupture de sonde dans 5 ou dans 10 ans, ce serait un peu préoccupant. Donc on a déjà un peu d'idée de ça ou pas? Bah, nous, on n'a pas tellement de recul, parce que le premier cas, c'est 2017, donc on n'a pas 10 ans de truc. Après, c'est une sonde très simple, très ancienne et tout ça. Elle est toute fine, enfin, elle est solide, quoi. La sonde, elle est pleine, Vincent, en fait. Il y a la pas de grosse membrane différence dedans. par rapport aux sondes standards, c'est qu'elle est pleine, il n'y a pas de lumière à écraser à l'intérieur. Elle est très fine et très souple. Elle ne devrait pas casser normalement, mais honnêtement, on n'a pas 10 ans de recul sur des implantations comme ça. On vit dans la crainte des ruptures de sondes de défibrillateurs, en réalité, qui sont, comme tu le sais très bien, dans une contrainte en fait longitudinale, ce qui fait que ça crée des zones de fracture. Là, c'est pas du tout ça. On est positionné transversalement. On voit bien qu'il y a une partie de la sonde qui est fichée dans le septum et que l'autre est, je dirais, en totale mobilité. Et puis, comme ça vient d'être dit à l'instant, ce sont effectivement des sondes qui sont extrêmement rudimentaires, puisqu'en gros, il n'y a qu'un câble et puis du silicone autour. Et ce n'est pas du tout la complexité, si tu veux, des sondes de DEF, la complexité favorisant, bien sûr, la fragilité, etc. Donc, en fait, on n'a aucun recul, mais on a peu d'inquiétude.